Dis ton nom de code aux généraux ici présents, petite fille. Ou l'armée ne prend-elle pas la peine de donner des noms de code, aux ratés pourris gâtés qui ne savent que se cacher derrière l'argent de leurs parents? Le ton moqueur de mon beau-père milliardaire, Arthur Sterling, a retenti à travers le micro. Des centaines d'opérateurs de la Delta Force présents dans la salle, ont pouffé de rire. Debout au milieu de la salle, j'ai baissé les yeux vers la section VIP. Ma mère biologique a rapidement baissé la tête. Ses jointures sont devenues blanches, alors qu'elle agrippait le tissu de sa robe de soirée hors de prix, pour cacher sa honte. Au lieu de se lever pour défendre sa propre fille. Mais je n'ai pas pleuré. Je me suis dirigé droit vers lui. Et j'ai prononcé très exactement, 2 mots. Crash. Le verre de vin a glissé de ses doigts. Le sourire narquois sur le visage du milliardaire s'est figé. La salle entière a plongé dans un silence de mort. Parce qu'absolument personne ne s'attendait à ce que la belle-fille paria, rabaissée par sa famille pendant les 7 dernières années, soit en réalité. Avant de vous dire quels étaient ces 2 mots, et comment j'ai réduit son empire en cendres, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime, et abonnez-vous. Si vous êtes d'accord pour dire que la douleur la plus profonde ne vient pas de vos ennemis, mais du silence de votre propre chair et de votre propre sang. Ses yeux fixant le sol ce soir-là, ressemblaient exactement à son silence d'il y a 15 jours. Nevada. Camp Bravo. Midi. Le soleil était un chalumeau sur ma nuque. 40 degrés Celsius d'une chaleur sèche et suffocante, cuisant la terre battue. 20 candidats se tenaient en formation serrée, figés au garde à vous. J'étais à l'extrémité de la ligne. La sueur s'accumulait à la base de ma colonne vertébrale, détrempant la toile épaisse de mon uniforme de combat. Arthur Sterling faisait les 100 pas le long de la ligne. PDG de Sterling Défense Solutions. Il portait une chemise en lin blanc impeccable. Pas un grain de poussière sur lui. Son argent lui avait acheté le droit de parader sur un terrain d'entraînement militaire, comme si l'endroit lui appartenait. Il était là pour inspecter le prototype d'équipement tactique, que son entreprise forçait l'armée à adopter. Il s'est arrêté juste devant moi. L'odeur écœurante et sucrée de son eau de Cologne Tom Ford a frappé mon nez, masquant complètement l'odeur honnête, de l'huile d'arme et de la sueur séchée. Il s'est penché tout près. Pas de micro ici. Pas de foule. Juste un moyen de pression brut et répugnant. Ta mère pleure à la maison, Jessica, a-t-il sifflé à travers ses dents parfaitement couronnées. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi. Tu as assez embarrassé cette famille. Sois intelligente, et abandonne. Il faisait toujours ça. Transformant ses larmes en armes. Utilisant ma mère comme un vulgaire chantage émotionnel, pour obtenir ce qu'il voulait. Il détestait le fait que j'ai gardé le nom de mon vrai père. Il détestait que je ne m'assoie pas dans un coin, pour jouer les petites héritières sages. Je n'ai pas scié. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes molaires m'ont fait mal. J'appartiens à l'armée, monsieur Sterling. Froide, catégorique. Dépouillant mon nom de son sale nom de famille. 3 corps plus loin dans la ligne, le capitaine Jason Cross a laissé échapper un ricanement. Une tête brûlée des Rangers. Un ego de mâle alpha enveloppé de treillis multicam. Petite fille riche qui joue aux soldats, a marmonné Cross, assez fort pour que toute l'escouade l'entende. Je n'ai pas réagi. 2 ans plus tôt, j'étais assise dans un hélicoptère d'évacuation sanitaire au Moyen-Orient. Et j'ai mordu un bout de cuir, pendant qu'un médecin extrayait un éclat d'obus de ma cuisse, sans anesthésie. Je n'avais pas émis un son à l'époque. Je n'allais certainement pas en émettre un, pour un gars dont la plus grande expérience de combat, consistait à regarder des films dans les casernes. Le commandant David Brooks est sorti de la tente de commandement, et a aboyé l'ordre. Marche commando de 24 km. Je me suis penché, et j'ai attrapé le sac à dos tactique intégré au nouveau prototype d'armure intelligente de Sterling. À la seconde où j'ai cliqué sur la lourde sangle de poitrine en polymère. Un minuscule servomoteur a gémi juste contre ma clavicule. Un poids mort soudain s'est abattu sur mes épaules. Les verrous hydrauliques à l'intérieur de la combinaison se sont raidis. 5 kilos supplémentaires venaient de s'ajouter à ma carrure. Les sangles ont mordu durement dans mes trapèzes, coupant la circulation. À 3 kilomètres de là, assis dans une salle de contrôle climatisée, mon demi-frère Marcus était derrière un clavier. Le lâche utilisait son accès administrateur d'entrepreneur, pour modifier manuellement mon armure.
augmentant la résistance. Essayant de m'écraser dans la terre, avant même que la marche ne commence. Cross est passé en marchant, heurtant délibérément mon épaule avec la sienne. Il a fait de longues enjambées arrogantes, laissant derrière lui un regard de pur dégoût. Ils s'attendaient tous à ce que la petite fille riche crie pour appeler un médecin. Qu'elle signale une défaillance du système. Qu'elle s'effondre en pleurant dans le sable, et abandonne. Je n'ai pas émis un son. Je me suis mis en rang. Mes bottes frappant la terre. La chaleur irradiant du sol rendait l'horizon flou. Chaque pas avec cette armure piratée, donnait l'impression de marcher sous l'eau avec des poids en plomb attachés aux chevilles. Mes poumons brûlaient. Mais j'ai suivi leur rythme. Gauche, droite, gauche. Nous avons poussé vers la limite des arbres, au bord de la vallée. À la seconde où la première ombre d'un pin massif a bloqué les caméras de surveillance aérienne. J'ai fait mon mouvement. Je me suis décalé de la formation. Je me suis placé derrière un tronc épais, complètement hors de vue. Ma main droite a arraché le patch velcro de mon équipement de poitrine. Je n'ai pas appelé de technicien. Je n'avais pas besoin de pince. Je n'avais pas besoin de tournevis. J'ai enfoncé 2 doigts calleux, couverts de terre, directement dans le câblage emmêlé de la micro-boîte de vitesse. Les bords métalliques ont égratigné mes jointures. Mais j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai retenu mon souffle, et j'ai pressé mon pouce contre la carte de circuit hydraulique primaire. Clac. La puce limitant le poids s'est cassée net en deux. L'armure a sifflé, se relâchant instantanément. Les 5 kilos de poids mort ont disparu. Légère comme une plume. J'ai retiré ma main. J'ai rattaché le velcro. Et j'ai lissé le pli de mon uniforme. Sans la moindre hésitation, j'ai repris le chemin. Les bottes crissant sur les aiguilles de pin sèches. Accélérant le pas pour rattraper Jason Cross. Ils croyaient que c'était un jeu de muscles et d'endurance. Ils avaient tort. La vraie guerre contre cet empire corporatif pourri n'allait pas se mener avec des fusils. Elle allait se mener dans l'ombre. Et ils n'en avaient aucune idée. Ils venaient de s'enfermer dans une cage avec un prédateur. 23 heures. Le désert du Nevada n'a que faire de vous. À midi, il vous fait fondre la peau. La nuit, le vent transperce votre uniforme comme du verre brisé. Nous étions positionnés sur une ligne de crête, regardant en bas dans une vallée sombre. L'objectif était un complexe ennemi simulé, construit à partir de conteneurs d'expédition en acier et de barrières en béton. Mais ce n'était pas une opération d'entraînement standard. C'était un argumentaire de vente. Mon oreillette a grésillé. La voix d'Arthur Sterling a coulé dans mon oreille. Mielleuse, arrogante, et parfaitement isolée dans son bunker d'observation climatisé, à plus d'1 kilomètre de là. Écoutez bien, les candidats, a dit Arthur. Le retour audio était clair comme de l'eau de roche. Le périmètre que vous regardez est protégé par la nouvelle grille optique Aegis de Sterling Défense. Indexation thermique, matrice laser croisée, capteur sismique au sol. C'est, selon toutes les normes corporatives et militaires, impénétrable. Des millions d'euros en recherche et développement. Essayez de ne rien casser pendant que vous échouez. Il ne dirigeait pas un exercice. Il chassait. Il voulait utiliser cette escouade de soldats d'élite comme des mannequins de crash test. Pour prouver aux huiles du Pentagone, que ces jouets hors de prix étaient infaillibles. En bas dans la poussière, Jason Cross a armé la poignée de chargement de son fusil. Il a craché un jet de tabac à chiquet noir sur un rocher. Il dirigeait l'équipe Alpha. Cross vivait et mourait selon le manuel des Rangers, agression, vitesse, violence de l'action. En formation, a grondé Cross, faisant signe à ses gars d'avancer. On fait une brèche en force. En mouvement. Ils y sont allés. Les bottes lourdes crissant sur le gravier sec. Ils ont rasé les murs de béton, se déplaçant dans une formation en losange digne d'un manuel. Fusil levé. Vérifiant les coins. Ça rendait super bien pour une affiche de recrutement. Mais la force brute n'est que de la chair à canon dans une guerre numérique. La grille de capteurs de Sterling se fichait de savoir combien vous pouviez soulever au développé couché. Elle ne tressaillait pas à la vue d'un fusil. Elle ne lisait que la chaleur et les vibrations. L'homme de pointe de Cross a fait un pas lourd par-dessus un câble enterré. Une fraction de millimètre de poussière s'est déplacée. Bip.
Une sirène assourdissante a déchiré le silence de la vallée. Des lumières stroboscopiques rouges aveuglantes ont jailli de chaque coin du complexe, baignant Cross et son équipe dans la couleur de l'échec. Les haut-parleurs automatisés ont hurlé, d'une voix enregistrée monotone, intrus détecté. Force létale autorisée. En bas dans la vallée, Cross s'est figé. Les stroboscopes rouges ont clignoté sur son visage, mettant en évidence l'humiliation absolue dans ses yeux. Fils de, a hurlé Cross. Il a frappé le mur de béton de son poing ganté. Toute l'équipe se tenait là à découvert, fixant les lumières clignotantes. Officiellement marqué comme mort dans la simulation. 10 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que toute une escouade de la crème de l'armée se fasse balayer par le jouet d'un entrepreneur. Depuis la lisière des arbres, j'ai regardé toute la scène. Le muscle est inutile contre un circuit imprimé. L'oreillette a grésillé à nouveau. La voix d'Arthur dégoulinait de fausse compassion. Pas de chance, équipe Alpha. Voyons si l'équipe Bravo peut faire mieux. Ou peut-être qu'il devrait juste plier bagage. J'ai regardé le lieutenant Ryan Miller. Mon homme de pointe pour l'équipe Bravo. Les stroboscopes rouges de la vallée se reflétaient dans ses lunettes de protection. Il a dégluti difficilement. Attendant que je donne l'ordre. Attendant que je crie un commandement. Je n'ai pas ouvert la bouche. J'ai levé la main, j'ai arraché l'oreillette de mon oreille, et je l'ai enfoncée profondément dans ma poche de poitrine. Je ne voulais plus de la voix poubelle d'Arthur dans ma tête. Miller a froncé les sourcils. Il a tapoté son propre casque, confus. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai levé les mains. Pas de parole. J'ai pincé mon pouce et mon index ensemble, puis j'ai tourné mon poignet à plat. 2 petits coups sur ma poitrine. Les yeux de Miller se sont écarquillés. Il s'est arrêté de respirer pendant une seconde. Ce n'étaient pas des signaux de Rangers. Ce n'étaient pas des signaux Delta. C'était le dialecte silencieux de l'intelligence support activity. Lisa. Les vrais fantômes. Les gens qui trouvent les cibles dans le noir, avant même que les casseurs de portes ne sortent du lit. Miller m'a fait un signe de tête lent et raide. Il avait compris. Nous avons bougé. Je n'ai pas rasé les murs. Je n'ai pas marché accroupi en formation tactique. J'ai glissé sur le sol du désert. Talons pointe. Roulant le poids sur l'extérieur de mes bottes. Pas un seul caillou n'a bougé. Pas une seule pièce d'équipement en nylon n'a frotté l'une contre l'autre. Un silence de mort. Quand nous avons atteint le bord du complexe, la grille laser rougeoyante bloquait la porte principale, comme une toile d'araignée. Cross avait essayé de trouver un angle mort par l'arrière. Il avait échoué. Je n'ai pas cherché un moyen de contourner. J'ai marché droit au milieu. M'arrêtant à quelques centimètres du boîtier de commande principal, boulonné au mur d'acier. J'ai plongé la main dans ma poche cargo. Je n'ai pas sorti un appareil de piratage fourni par l'armée. J'ai sorti une brique en plastique noir lait, enveloppée de ruban isolant. Ça m'a coûté environ 12 €, et des pièces de récupération. C'était un brouilleur radio basse fréquence, que j'avais construit à partir d'une unité de communication cassée, et d'un peu de fil de cuivre. Je n'avais pas besoin de casser le code à 1 million d'euros d'Arthur. J'avais juste besoin de l'étouffer. J'ai fixé les fils de cuivre brut, sur le conduit exposé sortant de la boîte de contrôle. J'ai appuyé sur le bouton rouge scotché sur le côté. Une impulsion électromagnétique complètement silencieuse a été tirée directement dans le fil. 3 secondes. C'est tout. La toile d'araignée rouge de laser tout entière a vacillé violemment. Une légère odeur d'ozone brûlé a sifflé dans l'air froid. Puis chaque laser est mort. Les lentilles des caméras montées sur le toit ont baissé la tête. Leurs servomoteurs internes complètement grillés. La grille de sécurité impénétrable à 1 million d'euros de sterling défense venait de se transformer en un tas de ferraille inutile. Je me suis glissé devant les capteurs morts. J'ai ouvert la porte d'un coup de pied. J'ai attrapé le dossier cible en papier craft sur le bureau. Et je suis ressorti. Nous nous sommes évanouis dans la lisière des arbres, avant même que le système n'arrive à redémarrer. 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés au point de ralliement. Jason Cross était assis dans la poussière, couvert de craie et de sueur. Il avait une gourde à la main.
Quand il m'a vu jeter le dossier cible sur la table de notation, il a arrêté de boire. L'eau a coulé sur son menton. Il m'a regardé comme si j'étais un démon qui venait de ramper hors d'un cauchemar. Il n'arrivait pas à comprendre. La fille riche. L'héritière. Le haut boulet. Elle venait de briser un système qui avait balayé toute son escouade. Il n'a pas dit un mot. Moi non plus. J'ai simplement détaché mon casque. Et je l'ai dévisagé, avec des yeux froids et vides. À 3 kilomètres de là, dans ce bunker climatisé. Je savais exactement ce qui se passait. Je pouvais imaginer Arthur Sterling fixant ses 30 écrans noirs. Je savais qu'il hurlait. Qu'il transpirait. Qu'il fracassait son poing sur le clavier. Complètement incapable de comprendre comment le joyau de la couronne de son empire avait été démantelé en 3 secondes, par la belle-fille qu'il avait rejetée. Il croyait avoir construit une forteresse. Il n'en avait aucune idée. Il venait de me donner les clés. Et demain, quand il réaliserait qu'on ne peut pas me faire quitter ce camp par l'intimidation, ils n'allaient plus jouer à des jeux. Ils allaient essayer de me mettre dans un sac mortuaire. La chaleur de l'après-midi suivant était un poids physique. Elle pressait sur la terre du Nevada, cuisant le camp dans un four étouffant. Je marchais vers le réfectoire. L'odeur de graisse brûlée et d'eau de javel industriel flottant dans l'air. Je ne suis pas arrivé jusqu'à la porte. Jason Cross bloquait l'entrée. Son visage était rouge. Tordu dans un horrible mélange d'ego meurtri, et de pur ressentiment suite à l'échec de la nuit dernière. Il a croisé ses bras épais, bloquant le lourd cadre métallique. Il a craché un jet de liquide brun dans la poussière. Il sentait le tabac à chiquer à la menthe, l'assurance, et le privilège bon marché. Il ne voyait pas un opérateur de niveau 1 debout devant lui. Il voyait une femme. Une fille riche. Un bug dans sa parfaite réalité de mâle alpha. Cross a envahi mon espace personnel. Il a enfoncé un gros doigt calleux, violemment, au centre de mon gilet porte-plaque. Tu crois avoir prouvé quelque chose hier soir, princesse, a grondé Cross. Sa voix était basse, conçue pour intimider. On sait tous comment tu as contourné la grille. Tu as utilisé la porte dérobée de l'entreprise de papa. Tu as triché. Ne t'attends pas à ce qu'on fasse semblant que tu es un vrai soldat. Son ego fragile ne pouvait tout simplement pas supporter de perdre contre moi. Ça devait être une ruse. Ça devait être de la corruption. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas haussé la voix. Mon rythme cardiaque est resté verrouillé à 60 battements par minute, très régulier. J'ai laissé le silence s'installer, lourd et inconfortable. Du coin de l'œil, j'ai capté un mouvement en haut sur le balcon VIP du centre de commandement. Arthur Sterling. Il était adossé à la rambarde en acier, portant des lunettes de soleil de créateur, tenant une tasse à café en céramique. Je pouvais voir le sourire narquois et arrogant plaqué sur son visage, à 50 mètres de là. Il regardait la scène. Il voulait ça. Il utilisait la fierté toxique de ses bidasses, pour essayer de briser mon esprit. Cross s'est penché plus près. Son haleine était aigre. Prouve-le, a ricané Cross. Demain matin. Le test de navigation terrestre de survie. Pas de technologie Sterling. Juste l'équipement standard de l'armée. On verra comment l'héritière survit dans la poussière. Quand elle ne peut pas utiliser le chéquier de sa famille, pour acheter les coordonnées. Les autres recrues qui se rassemblaient sur les marches du réfectoire, sont devenues silencieuses comme la mort. Ils observaient. Attendant de voir la petite fille riche reculer. J'ai fait un demi-pas en arrière. J'ai lentement effleuré ma main sur l'endroit exact de mon gilet porte-plaque où son doigt venait de se poser. Comme si j'essuyais une tache de saleté. Pour la première fois depuis mon arrivée dans ce camp. J'ai laissé la tueuse glaciale et morte à l'intérieur de moi, s'infiltrer dans mes yeux. J'ai regardé droit à travers ses pupilles dilatées. Le champ de bataille se fiche de votre ego, capitaine, ai-je dit. Les mots sont sortis plats, durs comme du béton. Je tiens le pari, a souri Cross. Il pensait sincèrement m'avoir acculé. Il n'avait aucune idée, qu'il venait de me tendre la corde, pour pendre toute sa carrière. Et l'empire de mon beau-père avec. Le test a commencé à 4 heures. Nuit noire. Chaque chef d'escouade a reçu un GPS standard fourni par l'armée.
L'itinéraire était brutal. Des pentes raides. Des éboulis. Des broussailles qui déchiraient l'uniforme. Au milieu de la matinée, nous étions à 30 km au cœur des Badlands. Le soleil était impitoyable. La poussière rouge recouvrait mes bottes. La sueur piquait mes yeux, s'accumulant sous le bord de mon casque. J'ai vérifié le GPS attaché à mon poignet gauche. Nous étions censés longer un lit de rivière asséché. Mais l'écran a vacillé. Un bégaiement numérique. Les numéros des coordonnées ont sauté. La flèche directionnelle verte a tressauté violemment vers la gauche. Puis s'est stabilisée, nous pointant vers une crête dentelée. Ce n'était pas un défaut matériel. De retour dans le centre de commandement climatisé. Marcus Sterling jouait à Dieu. Mon lâche et invertébré de demi-frère avait un accès administrateur au réseau interne de la base. Cet idiot usurpait activement le flux satellite local. Il enroulait ses sales petits doigts numériques autour de mon appareil GPS spécifique, tordant lentement la boussole électronique, degré par degré. Il ne voulait pas seulement que je me perde, et que j'échoue au test. Je connaissais ce terrain. J'avais étudié les anciennes cartes topographiques avant même d'arriver au camp Bravo. Le nouveau cap que Marcus envoyait sur mon écran n'était pas seulement une déviation de cap, il entraînait l'équipe Bravo directement hors de la zone d'entraînement sécurisée. Il nous dirigeait tout droit vers la zone rouge. Un champ de bataille factice de l'époque de la guerre froide, désaffecté. Un secteur qui n'avait jamais été entièrement déminé des munitions non explosées. Nous avons continué à marcher. Le crissement des bottes sur la terre sèche était le seul son. Mes yeux ont quitté l'écran du GPS, et se sont fixés sur le sol. La terre ici avait l'air différente. Moins perturbée. Plus ancienne. Une parcelle de terre croûteuse et craquelée se trouvait droit devant nous, sortant de l'argile sèche. Il y avait une seule pointe rouillée de fils de fer barbelés. J'ai jeté mon poing droit en l'air. L'équipe Bravo s'est figée instantanément. Chaque botte s'est arrêtée net. La discipline a tenu. Capitaine, a murmuré le lieutenant Ryan Miller derrière moi. Le GPS indique qu'on est en plein sur l'itinéraire sûr. Je ne lui ai pas répondu. La machine numérique me disait que j'étais en sécurité. Mais l'instinct d'une femme, qui avait marché sur la terre gorgée de sang du Moyen-Orient, hurlait violemment dans ma tête. Je suis lentement tombé sur un genou. J'ai tiré le couteau de combat de son fourreau de poitrine. Je n'ai pas creusé. Je n'ai pas poignardé. J'ai tourné la lame de côté. Et doucement. Minutieusement. J'ai gratté un peu plus d'1 centimètre de la croûte de sable durci, près du fil rouillé. Le métal a raclé contre le métal. J'ai soigneusement balayé la terre meuble du bout des doigts. Me regardant depuis la terre, se trouvait la lourde plaque de pression en acier rouillé, d'une mine anti-char M15. Active. Non explosée. Attendant juste que 45 kg de pression transforme toute cette escouade en brume rouge. Mon rythme cardiaque a ralenti pour devenir presque nul. Une vague de glace a parcouru ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de la peur. C'était du dégoût pur et simple. Arthur et Marcus Sterling ne jouaient plus seulement au jeu des entrepreneurs. Ils n'essayaient plus de me faire quitter l'armée par l'intimidation. Ils venaient officiellement d'appuyer sur le bouton pour m'assassiner. La lame de mon couteau de combat est restée enfouie dans la croûte de terre cuite par le soleil. À une fraction de centimètre de la plaque de pression rouillée. Je ne l'ai pas retirée. Je n'ai pas respiré. J'ai levé les yeux. 15 mètres au-dessus de nous. Un drone de surveillance quadrirotor planait dans le soleil aveuglant du Nevada. Le logo de Sterling Défense était tracé au pochoir avec une peinture noire bien nette sur son ventre. L'objectif de la caméra me fixait droit dessus, bourdonnant comme un vautour mécanique. Marcus observait à travers cet objectif, assis dans son bunker climatisé, attendant la brume rouge. Attendant qu'un tragique accident d'entraînement résolve le plus gros problème de sa famille. Capitaine, a râlé le lieutenant Miller derrière moi. Son visage était blanc comme la craie. Il fixait le fil rouillé qui sortait du sable. La boussole. Elle nous indique complètement la mauvaise direction. Elle nous a menés droit dessus. Je ne lui ai pas répondu. J'ai laissé tomber mon lourd sac à dos dans la poussière. J'ai arraché l'unité GPS militaire de mon poignet gauche.
J'ai coincé la pointe de mon couteau dans la jointure du boîtier en plastique épais. Et j'ai tourné fort. Crac. Le boîtier en plastique a cédé. Le circuit imprimé vert s'est retrouvé exposé à la lumière crue. Je n'avais pas le temps d'avoir peur. La décharge d'adrénaline s'est stabilisée instantanément, remplacée par une concentration mécanique et glaciale. J'ai sorti une bobine de fil de communication de rechange de mon équipement de poitrine. J'ai mordu l'isolation en plastique avec mes dents, goûtant le cuivre brut et la poussière du désert sur ma langue. Avec des doigts sales mais assurés. J'ai raccordé la carte mère principale du GPS, directement à mon antenne radio longue portée. Je n'ai pas ordonné de battre en retraite. Je me suis assise en tailleur dans la terre rouge. À moins d'un mètre d'une mine antichar active. J'ai sorti ma tablette tactique de ma pochette de cuisse. Et j'ai branché un câble filaire sur la radio raccordée. Mes pouces volaient sur l'écran en vert. Marcus injectait un faux flux satellite via le réseau interne de la base, pour fausser notre navigation. Il manipulait les données topographiques. Mais il était paresseux. Il utilisait une architecture open source pour contourner le système. Trop arrogant pour couvrir ses traces. Il supposait qu'une escouade de troufions ne ferait pas la différence entre un mauvais signal et une tentative d'assassinat numérique. Je n'ai pas seulement isolé son signal pour réparer notre boussole. J'ai intercepté son paquet de données entrant. Je l'ai craqué. Et je l'ai farci d'une boucle de rétroaction malveillante que j'avais écrite lors de mon 3e déploiement à Kandahar. Une bombe artisanale numérique. Puis, je l'ai renvoyé directement dans le pipeline du réseau, visant droit vers son serveur hôte. J'ai appuyé sur exécuter. À 3 km de là. À l'intérieur du bunker de commandement climatisé. La réalité suffisante de Marcus a volé en éclats. 30 écrans plats surdimensionnés fixés au mur se sont figés simultanément. Ils ont bugué sauvagement, déchirant les cartes numériques en lambeaux, avant de se verrouiller sur un rouge uni et aveuglant. Des sirènes automatisées ont hurlé dans le bunker, assourdissant tout le monde à l'intérieur. Les ventilateurs de refroidissement des bails de serveurs ont gémi comme des moteurs d'avion mourants. Alors que les cœurs de processeurs plafonnaient à 100% de leur capacité. Un épais nuage acre d'ozone brûlé et de plastique fondu s'est déversé par les bouches d'aération. Le réseau sécurisé de l'entrepreneur à 1 million d'euros de Marcus ne s'est pas contenté de planter. Il s'est cannibalisé. L'équipe Bravo est entrée dans le poste de commandement principal, exactement 1 heure avant Jason Cross et son ego meurtri. À la seconde où mes bottes ont touché le sol en béton du centre d'opération. Arthur Sterling s'est jeté sur moi comme un chien enragé. Sa chemise en lin blanc hors de prix était trempée de sueur sous les aisselles. Les grosses veines bleues de son front pulsaient violemment contre sa peau rougie. « Pour qui est-ce que tu espionnes » a hurlé Arthur. Il a frappé du poing sur la table de briefing en métal. Juste devant le commandant Brox. De la salive a volé de ses lèvres, tachant les cartes tactiques. « Explique-toi. Où diable as-tu trouvé le code d'interception pour griller mes serveurs ?» La pièce entière est devenue silencieuse comme la mort. Les opérateurs radio ont cessé de taper. Brox a croisé les bras, la mâchoire serrée. Je n'ai pas tressailli. J'ai croisé mes mains dans mon dos, me tenant au garde-à-vous parfait. Je l'ai regardé de haut. Il n'était plus un titan de l'industrie. C'était juste un homme paniqué, en chemise mouillée, qui faisait un caprice parce que ses jouets chers s'étaient cassés. Survie électronique de base, monsieur, ai-je dit. Ma voix était d'un calme plat et mort, coupant nettement à travers la tension chaotique de la pièce. Arthur a pratiquement écumé de rage. Il a pointé un doigt tremblant vers mon visage. Ne me mens pas. J'ai une accréditation civile VIP. J'ai lu les dossiers. Je vois les journaux de formation. Il n'y a aucune unité de l'armée sur cette base qui enseigne ce genre de piratage de portes dérobées. J'ai fait un lent pas en avant. Je n'ai pas rompu le contact visuel. J'ai baissé le menton, fixant droit dans ses pupilles paniquées et dilatées. Votre accréditation est au niveau entrepreneur, ai-je dit, baissant le volume de ma voix, pour que lui seul puisse entendre la finalité absolue qu'elle contenait. Mon dossier militaire se trouve dans un coffre-fort, que l'argent de votre famille ne peut pas acheter. Arthur a titubé en arrière. Son mocassin en cuir s'est pris dans le pied en métal d'une chaise.
Le sang s'est complètement retiré de son visage, laissant sa peau grise et vieillie. Pour la première fois de sa vie misérable et privilégiée, il a réalisé qu'il se trouvait dans le grand bain d'une piscine qui ne lui appartenait pas. La lourde porte en acier du poste de commandement s'est ouverte. La major générale Sarah Mitchell, directrice du renseignement militaire, est entrée. Elle n'a même pas regardé Arthur. Elle a juste fait un geste de la main, congédiant la présence civile. Commandant Brox. Ordonnez immédiatement l'évacuation de la pièce. 2 minutes plus tard, nous n'étions plus que Mitchell et moi. À l'intérieur de la pièce sécurisée insonorisée. Le lourd silence ressemblait à un vide, après les hurlements d'Arthur. Elle s'est dirigée vers le terminal de communication chiffré sur le bureau. Elle a tapé sur une seule touche. L'écran noir s'est allumé. Une ligne de texte rouge vif clignotait au centre du moniteur, projetant une lueur couleur sang sur le clavier, protocole Widow initié. Mitchell s'est retourné, et s'est adossé au bord du bureau. Ses yeux étaient perçants, calculateurs. Dépouillés de toute formalité militaire. 7 ans, c'est long pour jouer les fantômes, Jessica, a dit la générale doucement. Es-tu enfin prête à en finir avec eux? J'ai regardé au-delà d'elle, par la fenêtre en verre renforcée, observant Arthur Sterling faire les 100 pas furieusement sur le parking, hurlant dans son téléphone portable. J'ai lentement fermé ma main droite en un poing serré, sentant les callosités gratter l'une contre l'autre. Le filet est jeté. Jour 28. Le parcours de combat rapprochait. On l'appelait la Equilaos. C'était un labyrinthe de 3 étages en parpaing et en acier renforcé, équipé des portes anti-souffle magnétiques brevetées de Sterling Défense. L'objectif était simple. Faire une brèche. Nettoyer les pièces. Extraire la cible factice. Jason Cross et l'équipe Alpha étaient sur la ligne de départ. Cross a donné un coup de pied dans la porte principale. Elle s'est ouverte à la volée. Son escouade s'est engouffrée dans le couloir sombre. Fusil levé. Se déplaçant rapidement. Puis le piège s'est refermé. Un claquement lourd et écœurant a résonné à travers le terrain d'entraînement. Absolument toutes les portes en acier de l'installation se sont refermées d'un coup en même temps. Les verrous magnétiques se sont enclenchés, emprisonnant l'équipe Alpha à l'intérieur d'une boîte en béton. Quelques secondes plus tard, les sirènes automatisées ont hurlé. De la fumée s'est échappée des conduits de ventilation au plafond. Mais ce n'était pas la fumée chimique blanche et crayeuse utilisée pour les exercices d'entraînement. Elle était épaisse, grasse, d'un noir d'encre. Des flammes ont jailli à travers les fenêtres du rez-de-chaussée. Du vrai feu. Quelqu'un avait déclenché les charges incendiaires actives au magnésium, enfouies sous les grilles du sol. Le système d'extinction d'incendie ne s'est pas déclenché. Les gicleurs sont restés désespérément secs. À l'intérieur, les cris étouffés se sont transformés en hurlements frénétiques. De lourdes bottes de combat donnaient des coups de pied, sur les portes en acier de 5 cm d'épaisseur. Des poings martelaient le verre renforcé. Ils étaient coincés dans un four. Le feu consommait l'oxygène à toute vitesse. Dehors, dans la cour, le commandant Brox s'est emparé d'un mégaphone. Reculez. Évacuez le périmètre. Il nous faut des cisailles lourdes ici, immédiatement. Les haut-parleurs de la base ont grésillé. La voix d'Arthur Sterling a résonné sur le système de sonorisation. Il était assis dans une salle d'observation sécurisée et climatisée. Ne bougez pas, commandant. La voix d'Arthur résonnait, dégoulinante d'une fausse panique calculée. C'est une défaillance catastrophique du système. Les joints magnétiques sont bloqués. Il fait trop chaud. N'envoyez pas plus d'hommes dans ce brasier. Je répète, ne bougez pas, il mentait. Ce n'était pas un bug. Marcus avait verrouillé ses portes depuis son ordinateur portable. Ils étaient en train de brûler vive, une escouade entière de soldats américains. Juste pour dissimuler la fusion du serveur d'hier. Si la Kilaos brûlait jusqu'aux fondations. Tout le matériel physique et les journaux de données partaient avec elle. Aucune preuve. Juste un tragique accident d'entraînement. Et si quelques témoins mouraient dans le processus, Arthur s'en fichait. Je me tenais à la lisière de la zone de préparation. La chaleur irradiante du béton me frappait le visage. La lueur orange se reflétait dans mes yeux.
La discipline de l'armée dicte de suivre la chaîne de commandement. De tenir la ligne. D'attendre les ingénieurs. Mais je n'étais plus seulement un soldat. J'étais une veuve noire. J'ai tendu la main, et j'ai remonté mon cache-cou inifugé Nomex sur mon nez et ma bouche. Capitaine Taylor, gardez votre position, m'a hurlé Brox. Je l'ai ignoré. J'ai rompu les rangs, et j'ai sprinté directement dans le brasier. La chaleur m'a frappé comme un mur physique. Près de 300 degrés Celsius d'air torride et suffocant. L'odeur de nylon brûlé et de plastique fondu me piquait les yeux. J'ai gardé la tête baissée, restant sous la couche la plus épaisse de la fumée noire toxique. J'ai atteint le terminal de sécurité principal, boulonné au mur à l'extérieur du point de brèche primaire. Le boîtier en plastique autour du moniteur commençait déjà à faire des bulles et à se déformer sous l'effet de la chaleur. L'écran clignotait en rouge. Verrouillage actif. Remplacement biométrique et code d'accès entrepreneur de niveau 1 requis. Je n'avais pas l'empreinte de pouce de Marcus. Je n'avais pas d'équipement de piratage. Je n'en avais pas besoin. J'ai arraché mon gant droit avec mes dents. J'ai giflé la vitre brûlante du pavé numérique, avec ma main nue. Ma peau a fait des cloques, mais je ne me suis pas retiré. J'ai commencé à taper. Pas un contournement. Pas un bug. Un code de porte dérobé brut de niveau racine. Une séquence de 32 caractères alphanumériques. Que j'avais gravé dans ma mémoire il y a 7 ans, dans une tente trempée de sang au Moyen-Orient. Le secret le plus sombre et le plus sale que la famille Sterling ait jamais codé. Mes doigts volaient sur l'écran brûlant. Entrée. Un bip aigu a percé le grondement du feu. La bande LED au-dessus de la porte en acier est passée instantanément du rouge au vert. Les serrures magnétiques sont mortes. J'ai attrapé la lourde poignée en acier, et j'ai ouvert la porte à la volée. Un refoulement de fumée noire s'est déversé dans la cour. Jason Cross était allongé face contre terre sur le béton. Juste à l'intérieur du seuil. Ses mains étaient en sang pour avoir frappé contre la porte. Il s'étouffait avec sa propre salive. Ses poumons complètement bloqués par la fumée. Je n'ai pas hésité. Je me suis mise sur un genou. J'ai attrapé la lourde poignée de traînage en nylon à l'arrière de son porte-plaque. Et j'ai tiré en arrière. Cross pesait 100 kilos. Ajoutez 27 kilos d'équipement. C'était un poids mort. Mes bottes glissaient sur le sol recouvert de cendres. Mais ma prise n'a pas lâché. Je l'ai traîné hors de la fumée. À travers la poussière. Et je l'ai largué violemment sur l'herbe, près de la tente médicale. Le reste de son escouade a trébuché derrière nous. Crachant de la suie noire. S'effondrant sur le sol. 10 minutes plus tard, les équipes de pompiers de la base ont finalement noyé le bâtiment sous la mousse. Je me tenais au bord de la tente médicale. Mon uniforme était roussi et noirci. Ma main droite était enveloppée dans de la gaze humide. Cross était assis sur un lit de camp militaire. Un médecin venait de lui retirer un masque à oxygène du visage. Sa peau était maculée de suie et de brûlures au second degré. Il ressemblait à un fantôme. Il me fixait. L'arrogant, l'intouchable mâle alpha, avait complètement disparu. Ses yeux étaient écarquillés. Injectés de sang. Et remplis d'un choc absolu. Il se fichait de ses brûlures. Il ne se souciait que de la porte. Comment, a râlé Cross. Sa gorge sonnait comme du gravier écrasé. Ses mains tremblaient, alors qu'il agrippait le bord du lit de camp. Comment as-tu ouvert? C'était le système fermé de Sterling. Personne n'a ce code. Pas même les généraux. Comment as-tu fait? Je l'ai regardé de haut. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas demandé s'il allait bien. J'ai juste brossé une couche de cendre grise de mon épaule. Parfois, capitaine, ai-je dit. Ma voix était morte et creuse. Pour battre le diable. Il faut savoir parler sa langue. Cross a cessé de respirer. La réalité de ce qu'il regardait a enfin fait tilt dans son cerveau. Je n'étais pas juste une fille riche qui jouait aux soldats. Je détenais les clés du système d'armement le plus dangereux du continent. Il a dégluti difficilement, se recroquevillant sur le lit de camp. Il comprenait enfin. La vraie guerre n'avait même pas encore commencé. L'odeur de plastique brûlé et de béton roussi collait à mon uniforme. Je n'ai pas pris la peine de me changer.
À la seconde où j'ai franchi les doubles portes du poste de commandement, Arthur Sterling s'est jeté sur moi comme un chien de casse. Il était complètement désaxé. Le masque du milliardaire cool et intouchable avait entièrement fondu. « Sale espionne !» a hurlé Arthur, postillonnant, atteignant le col de ma chemise tachée de suie. « Comment as-tu ouvert cette porte? Où as-tu trouvé ce code ?» Il a agrippé le bord de la table de briefing en acier, les jointures blanches. Il était terrifié. Cette séquence de portes dérobées n'était pas seulement un passe-partout pour une installation d'entraînement. C'était l'empreinte numérique des secrets les plus sombres de son entreprise. Je me tenais au garde à vous. Repos. Mains jointes dans le dos. Je n'ai pas essuyé ces postillons sur mon col. Je n'ai pas scié. Je suis une officier de l'armée des États-Unis, monsieur, ai-je dit. Ma voix était plate comme la mort. Arthur a frappé du poing sur la table. Le jeu est terminé. Je révoque ton habilitation. J'utilise mon autorité d'entrepreneur pour te faire suspendre, te retirer ton grade, et te jeter de cette base ce soir même. Il pensait avoir encore l'avantage. Il pensait que son chéquier pouvait acheter une cour martiale. La lourde porte du poste de commandement s'est ouverte à la volée. La major générale Sarah Mitchell est entrée. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Elle n'a pas regardé Arthur. Elle n'a pas prêté attention à son caprice. Elle l'a simplement regardé de bout en bout. Vous n'avez pas cette autorité, monsieur Sterling, a dit Mitchell. Sa voix était de la glace. Avant qu'Arthur ne puisse ouvrir la bouche pour argumenter. 2 policiers militaires armés se sont postés derrière la générale, le forçant à reculer de la table. Mitchell a attrapé mon bras, avec une poigne de fer, et m'a tiré vers le fond du poste de commandement. La serrure magnétique du CIF, l'installation d'informations compartimentée sécurisée, s'est fermée en cliquant derrière nous. Silence total. Mitchell s'est dirigé vers un terminal renforcé. La lumière bleu pâle de l'écran a balayé son visage. Elle a tapé sur quelques touches. Un fichier journal numérique est apparu à l'écran. Le déclencheur incendiaire, a dit Mitchell, pointant un stylo vers une série d'adresses IP. Ce n'était pas un bug. La commande provenait d'un terminal localisé à l'intérieur du bunker des entrepreneurs. Le terminal de Marcus Sterling. Le commandant Brock se tenait dans un coin de la pièce. Le vétéran des Rangers avait l'air d'être sur le point d'arracher une poutre en acier du mur à main nue. Fils de, a grondé Brooks. Il a frappé du poing dans le rembourrage insonorisé du mur. Ils ont verrouillé les portes. Et ont allumé l'allumette. Ils ont essayé de brûler l'équipe Alpha vive. Juste pour la tuer elle dans les tirs croisés. Brooks a porté la main à sa ceinture tactique et a arraché sa radio de son clip. J'appelle la police militaire, a-t-il lâché. Je verrouille cette base, et je mets les menottes à Marcus moi-même. J'ai bougé avant qu'il ne puisse actionner le micro. J'ai tendu la main, et j'ai rabaissé la sienne. Non, ai-je dit. Brooks m'a regardé comme si j'étais folle. Capitaine. Ils viennent d'essayer de tuer une douzaine de soldats américains. Et si vous arrêtez Marcus ce soir dans le noir? Ses avocats retourneront la situation avant le lever du soleil, ai-je répondu. Ma voix était calme. Trop calme. Comme si je lisais un bulletin météo. Ils prétendront qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement logiciel. D'une tragique erreur de l'entrepreneur. Arthur dépensera 5 millions d'euros pour enterrer les preuves devant un tribunal civil. Et Marcus s'en tirera avec une tape sur les doigts, pour négligence criminelle. Mitchell a croisé les bras, m'observant attentivement. Elle savait exactement comment fonctionnait la machine. Quel est votre plan, capitaine, a-t-elle demandé. J'ai pris une lente et profonde inspiration. Laissant l'odeur de la fumée quitter enfin mes poumons. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à ma mère. Je venais de sortir d'un bâtiment en feu. J'avais une brûlure au second degré à la main droite. Et elle n'avait pas appelé. Elle était assise dans le salon VIP à siroter du champagne. Ignorant complètement le fait que son mari venait d'essayer de réduire sa fille en cendres. Cette pensée a tué le moindre petit reste de loyauté familiale qui me restait. Je veux le mettre à nu, ai-je dit. Pas dans une salle d'audience. Juste devant le commandement de l'armée. Devant chaque général et costard cravate du Pentagone.
Qui pense que Sterling Défense est la fierté de ce pays? Demain soir. Le gala de remise des diplômes. C'est la seule scène qui compte. Mitchell n'a pas hésité. Elle a déverrouillé un lourd tiroir en acier sous le terminal. Elle a sorti une épaisse clé USB noire, et l'a fait glisser sur le bureau. 7 ans de renseignement, a dit Mitchell doucement. Chaque transaction sur le marché noir. Chaque code de cryptage vendu. Tout est là. J'ai pris le lecteur. Le métal était froid et lourd, dans ma main brûlée. Cette nuit-là, je suis resté seul dans ma caserne. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai ouvert mon casier mural. Et j'ai sorti la housse à vêtements. Uniforme de service de l'armée, classe A. Le tissu bleu profond était impeccable. Je l'ai étalé sur la couchette étroite. Pour la première fois en 7 ans. J'ai ouvert une petite boîte en bois, au fond de mon sac de sport. À l'intérieur, se trouvaient mes médailles. Celles que ma mère appelait des morceaux de laiton inutiles. Celles dont Arthur se moquait. J'ai pris un chiffon. Et j'ai soigneusement poli chaque épinglette en laiton. J'ai épinglé la barrette de ruban, sur le sein gauche de l'uniforme. La Bronze Star. La Purple Hat. La citation de l'unité ISA. J'ai glissé la clé USB noire, dans la poche de poitrine intérieure. Juste au-dessus de mon cœur. Je me suis tenu devant le miroir fêlé et bon marché, à l'arrière de la porte. J'ai lissé les plis sur les épaules de l'uniforme. La femme qui me renvoyait mon regard n'était plus un bouc émissaire. Elle n'était plus la belle-fille oubliée. C'était une veuve noire. Entièrement armée. Et prête à recouvrer une dette de sang. J'ai tendu la main, et j'ai éteint l'interrupteur. La pièce a été plongée dans le noir absolu. Le décor pour demain était planté. Le gala de remise des diplômes s'est tenu, dans une salle de bal d'un hôtel haut de gamme de Vegas. Hors de la base. Loin de la poussière. La climatisation tournait à fond. Des lustres en cristal projetaient une lumière aveuglante et fragmentée, à travers la pièce. L'air était épais de l'odeur de colonnes fortes et chères. De cire fondue provenant des centres de table. Et de l'arôme écœurant et sucré de la cupidité corporative. Le général Thomae, du joint spécial Opération Commande, était assis à la table d'honneur. Les hauts gradés étaient tous là. Sirotant du scotch. Ignorant complètement que le sol sur lequel il se tenait, était sur le point de s'effondrer. Sur la scène, Arthur Sterling tenait un microphone. Il portait un costume Armani sur mesure. Les cheveux plaqués en arrière, avec du gel cher. Il faisait les 100 pas sur la scène. Prononçant un discours ampoulé et bien pensant sur la force américaine, et l'engagement inébranlable de Sterling Défense envers les combattants. Des applaudissements polis et dispersés ont résonné dans la pièce. En bas, dans la section VIP. Ma mère, Eleanor, était assise les jambes croisées. Elle portait une étole en vison, drapée sur ses épaules nues. Elle souriait d'un sourire figé et raffiné. Profitant de l'attention d'être l'épouse de l'entrepreneur le plus puissant de la pièce. Hier, son mari m'avait enfermé dans un bâtiment en feu. Ce soir. Elle buvait son champagne. Je me tenais au fond de la pièce avec les autres candidats. Uniforme de classe à bottes cirées. Dos droit. Je ne buvais pas. Je ne parlais pas. Je regardais simplement le spectacle. La cérémonie des noms de code a commencé. Le rite de passage final. Un par un, les diplômés ont traversé la scène, pour recevoir leurs indicatifs opérationnels officiels. Jason Cross est monté. Le commandant Brox lui a remis une plaque. Bacon, a annoncé Brox. Cross a pris la plaque. Il n'a pas bombé le torse. Il n'a pas eu de sourire narquois. En quittant la scène, ses yeux ont croisé les miens. L'arrogance avait disparu. Il n'y avait qu'une confusion profonde et troublée, dans son regard. Il essayait encore de comprendre, comment une fille riche avait réussi à tirer sa carcasse de 100 kilos d'un incendie. Arthur a repris le micro. Il planait haut. Ivre de son propre pouvoir perçu. Il m'avait gardé pour la fin. La chute de sa blague. Et enfin, a dit Arthur. Un sourire malicieux s'étirant sur son visage. Nous avons le capitaine Jessica Taylor. La pièce est devenue silencieuse comme la mort.
Des centaines d'yeux se sont tournés vers le fond de la salle de bal. Certains semblaient curieux. Certains semblaient compatissants. Beaucoup de hauts gradés semblaient agacés. Je me suis avancé. Le lourd laiton de mes médailles cliquetait doucement contre ma veste. J'ai descendu l'allée centrale. Les yeux fixés droit sur Arthur. Je suis monté sur la scène. Arthur s'est approché de moi, portant le micro juste devant mon visage. Comme beaucoup d'entre vous le savent, a déclaré Arthur, en projetant sa voix pour qu'elle rebondisse sur les murs du fond. Tout le monde n'est pas fait pour l'armée. Surtout quand ils tournent le dos aux attentes de leur famille, pour poursuivre des chimères. Il a ricané. Quelques-uns de ses copains du monde des affaires au premier rang, ont ri avec lui. J'ai regardé vers la table VIP. Ma mère n'a pas levé les yeux. Elle a baissé la tête, fixant intensément ses genoux. Ses jointures étaient blanches alors qu'elle agrippait le tissu de sa robe de soirée. Elle était gênée. Elle choisissait l'étole de Vison et le costume Armani, plutôt que sa propre chair et son propre sang. Son silence m'a blessé plus profondément que n'importe quel couteau, qu'Arthur pourrait jamais retourner dans la plaie. Arthur s'est penché plus près. Alors, capitaine Taylor, dites aux généraux ici présents. Quelle contribution massive avez-vous apportée, pour gagner un nom de code? C'était un piège. Il voulait que je bégaie. Que j'ai l'air faible. Que je prouve à tous ceux présents dans la pièce, que je n'étais pas à ma place. Je me suis avancé directement vers le microphone. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rompu ma posture. Mon dossier de service est hautement classifié, monsieur, ai-je dit. Plate. Froide. Il ne peut pas être discuté dans cette pièce. Arthur a rejeté la tête en arrière et a ri. Le son a résonné à travers la sono, grinçant et laid. Oh. C'est un secret, s'est moqué Arthur, en se tournant vers la foule. Dis ton nom de code aux généraux ici présents, petite fille. Ou l'armée ne prend-elle pas la peine de donner des noms de code, aux ratés pourris gâtés qui ne savent que se cacher derrière l'argent de leurs parents? J'ai pris une lente et profonde inspiration. J'ai regardé droit dans ses pupilles dilatées et arrogantes. Mon nom de code, ai-je dit. Ma voix baissant d'une octave. Portant le poids de cette année de sang et de silence. Point et Tyrone Widow, veuve de fer. Crash. Le verre de vin en cristal a glissé de la main d'Arthur. Il a percuté le sol en marbre, se brisant en une centaine de morceaux. Avez-vous déjà eu un moment, où vous avez enfin cessé de laisser un membre toxique de votre famille contrôler votre narration? Si vous savez ce que ça fait de dire enfin votre vérité, laissez un oui dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Si vous êtes prêt à voir comment j'ai terminé le travail. La couleur a complètement déserté son visage. Son sourire narquois est mort. Au fond de la salle, le général a lentement posé son verre sur la table. Il s'est penché en avant. Ses yeux se verrouillant sur moi, avec une clarté soudaine et terrifiante. Le fracas du verre de cristal a été le son le plus fort du Nevada. Du vin rouge a éclaboussé le sol en marbre blanc, s'accumulant autour des chaussures en cuir chair d'Arthur Sterling. Sous l'éclat cru des lustres, on aurait dit du sang. Le sourire arrogant et intouchable sur le visage du milliardaire s'est figé. Sa peau a pris la couleur de la cendre humide. Ses yeux ont balayé sauvagement la salle de bal, cherchant dans la foule, à la recherche d'une bouée de sauvetage qui n'existait pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A balbutié Arthur. Sa voix, petite et pathétique. Il a essayé de forcer un rire, tentant désespérément de garder son masque. Quel genre d'absurdité racontes-tu? Je ne lui ai pas laissé le temps de s'en remettre. J'ai tendu le bras. Et j'ai arraché le micro de sa main en sueur. Le retour audio a hurlé à travers les haut-parleurs de la salle de bal. Un crissement aigu qui a fait tressaillir les officiers au premier rang. Je n'ai pas scié. Il y a 7 ans, ai-je dit. Ma voix était un marteau frappant une enclume. Froide. Dure. Absolue. Une unité de l'armée des Rangers est tombée dans une embuscade. Dans le lit asséché d'une rivière près de Kandahar. Une patrouille de routine s'est transformée en un massacre. Ils ont appelé un appui aérien. Mais leur radio était morte. Une panne de communication localisée totale.
Savez-vous pourquoi? La salle de bal était silencieuse comme la mort. On pouvait entendre le ronronnement du climatiseur. En bas, à la table d'honneur, le général Thomas a posé lentement ses deux mains à plat, sur la nappe en lin. Le général 4 étoiles s'est redressé. La mâchoire serrée. Ses yeux se plantant dans les miens. Parce que les codes de cryptage propriétaires de leur communication n'ont pas échoué, ai-je dit, en projetant ma voix vers le mur du fond. Ils ont été vendus. Vendus à une cellule terroriste, pour un contrat d'armement au marché noir d'1 milliard d'euros. Par l'entrepreneur de la défense lui-même qui les avait construits. Un halètement collectif a traversé la pièce. Des chaises ont grincé, alors que 300 officiers militaires et responsables de la défense remuaient sur leurs sièges. En bas, dans la section VIP. Marcus Sterling s'est redressé d'un bond. Il a renversé sa chaise en arrière. Le bois cliquetant contre le marbre. Son visage était luisant de sueur froide. Il n'a pas regardé la scène. Il a regardé la sortie. Il a fait 2 pas rapides vers les lourdes doubles portes en chêne, au fond de la salle. Il n'est pas arrivé jusqu'au 3e pas. La major générale Sarah Mitchell est sortie de l'ombre, près de la sortie. Flanquée de 2 imposants policiers militaires, en tenue tactique complète. Mitchell a croisé les bras, bloquant l'embrasure de la porte. Marcus s'est figé. Pris au piège comme un rat dans une fosse en béton. J'ai gardé les yeux sur Arthur. Il hyperventilait. Une opératrice du renseignement. Opérant sous le nom de code Iron Widow. Se trouvait dans le secteur. J'ai continué. Ma voix coupant nettement à travers la panique naissante dans la pièce. Elle a refusé l'ordre de se replier. Elle a brisé le protocole. S'est enfoncée seule dans le noir. Et a porté les blessés hors de la zone de combat. Sur son propre dos. Le traître qui a vendu cette unité. L'homme qui a échangé du sang américain contre des comptes bancaires offshore. Est Arthur Sterling. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de poitrine, de mon uniforme de classe A. J'ai sorti la lourde clé USB noire. Je l'ai claquée sur le podium en bois. Crac. 7 ans de registre crypté. De virements bancaires sur le marché noir. Et le code source original de la porte dérobée. J'ai déclaré. Tout est là-dedans. Arthur a perdu la tête. Le milliardaire poli a craqué. Il a agrippé sa poitrine. Chancelant en arrière. Sa veste Armani sur mesure s'est froissée, lorsqu'il s'est jeté sur le micro de rechange, posé sur l'étagère du podium. Des mensonges, a hurlé Arthur. Des postillons volant de ses lèvres. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Elle est folle. C'est du sabotage industriel. Arrêtez-la. Que quelqu'un mette des menottes à cette folle. Pas un seul soldat dans la pièce n'a bougé d'1 millimètre. La générale Mitchell a descendu l'allée centrale. Ses bottes cirées claquant sèchement contre le sol en marbre. Elle n'a pas regardé Arthur. Elle a regardé le général. Elle lui a fait un seul et sombre signe de tête. Mitchell s'est arrêtée au pied de la scène. Elle a projeté sa voix, avec l'autorité absolue du Pentagone. Le capitaine Jessica Taylor est un opérateur de niveau 1. Affecté à la division des opérations de renseignement, ISA, a annoncé Mitchell. Les mots flottaient dans l'air, comme la hache d'un bourreau. Sa présence au camp Bravo était une opération autorisée. Pour clôturer une opération de contre-espionnage qui aura duré 7 ans. Mitchell a enfin tourné la tête, et a regardé les hommes Sterling. Arthur et Marcus Sterling, a dit Mitchell. Sa voix baissant d'un ton mortellement calme. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison. Profit de guerre. Et tentative d'homicide involontaire sur des soldats américains. Les lourdes portes en chaîne au fond de la salle de bal, se sont ouvertes à la volée. Une douzaine de policiers militaires en tenue lourde Kevlar, ont pris la pièce d'assaut. Le bruit des bottes lourdes et de l'équipement cliquetant, a rempli le hall. Ils ont agi avec une efficacité brutale. 2 PM ont attrapé Arthur. Il s'est débattu et a donné des coups de pied. Hurlant pour appeler ses avocats. Mais ils l'ont plaqué face contre le bois poli de la scène. Sa veste s'est déchirée au niveau de la couture. Le cliquetis mécanique et froid des menottes en acier, se resserrant étroitement sur ses poignets, a résonné dans le micro tombé à terre. Marcus n'a même pas essayé de se battre.
Il est tombé à genoux près de la sortie, sanglotant de façon incontrôlable, alors que les menottes en acier mordaient dans sa peau. C'était terminé. L'Empire était mort. Je me tenais sur la scène, regardant les PM traîner Arthur Sterling dehors, comme un vulgaire voyou des rues. Je ne me sentais pas heureuse. Je n'ai pas souri. Je n'ai ressenti que la paix lourde et tranquille, d'une mission accomplie. Puis, un bruit a percé l'agitation. Une chaise a raclé violemment contre le sol, près du premier rang. Jason Cross s'est levé. La tête brûlée des Rangers. Le mâle alpha, qui avait passé le mois dernier à me traiter de princesse pourri gâtée. Il ne se tenait pas au garde à vous. Il titubait. Sa poitrine se soulevait de haut en bas. Son visage avait été complètement vidé de sa couleur. Il s'est avancé dans l'allée centrale. Il a ignoré les PM. Il a ignoré le généralet. Il s'est contenté de lever les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, vitreux. Et écarquillés par un choc absolu. Il a fait un pas en avant. Et ses jambes ont tout simplement lâché. Cross est tombé lourdement à genoux, sur le dur sol en marbre. Il n'a pas essayé de se relever. Il a penché la tête en arrière, regardant les médailles en laiton, épinglées au-dessus de mon cœur. Un sanglot rauque et brisé a déchiré sa gorge. C'était vous, a balbutié Cross. Sa voix se brisant. Entièrement dépouillé de son arrogance habituelle. 5 kilomètres dans le sable. Mes jambes ont été déchiquetées par les éclats d'obus. Je me vidais de mon sang dans le noir. Il a levé ses mains tremblantes et cicatrisées, et a enfoui son visage dedans. Ses larges épaules tremblaient violemment, alors qu'il pleurait devant tout le commandement de l'armée. « Vous m'avez porté », a chuchoté Cross, les larmes coulant à travers ses doigts. « Vous m'avez dit. Vous m'avez dit que je n'avais pas le droit de mourir. » Les PM n'en avaient que faire de son costume Armani sur mesure. Ils ont traîné Arthur Sterling à reculons, sur le sol en marbre poli. Ses mocassins en cuir hors de prix cherchaient désespérément une prise, crissant violemment contre la pierre. Il se débattait comme un chien errant pris au piège. Crachant des malédictions. Exigeant d'appeler ses avocats. Exigeant de parler à un sénateur. C'était pathétique. Toute cette arrogance de milliardaire bouffi, complètement anéantie par la réalité froide et lourde, des menottes en acier mordant ses poignets. Marcus était déjà parti. Il l'avait traîné par la sortie latérale 2 minutes plus tôt. Pleurant comme un enfant. C'est alors que le cri a retenti. Aigu. Hystérique. Ma mère a percé la ligne d'invités stupéfaits. Eleanor Sterling. Son étole en vison a glissé de ses épaules nues, traînant sur le sol sale derrière elle. Elle s'est jetée sur la scène. Ses mains s'agrippant au bord du podium en bois. Avant d'attraper la manche de mon uniforme de classe A. Ses ongles manucurés s'enfonçant dans le tissu bleu foncé. Son visage était un désastre total. Le maquillage lourd et cher qu'elle avait mis des heures à appliquer était ruiné. Du mascara noir coulant sur ses joues, en lignes épaisses et affreuses. « Jessica » a-t-elle hurlé. Sa voix s'est brisée, résonnant sous le plafond voûté de la salle de bal silencieuse comme la mort. « Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu l'esprit? Tu détruis cette famille. Comment je suis censé vivre? Et ma vie? » Pas un seul mot sur les hommes de sa maison, qui avaient essayé de me brûler vive hier. Pas une seule question sur la gaze enroulée autour de ma main brûlée. Elle venait juste de voir ses jets privés, ses cartes de crédit noires illimitées, et ses abonnements au country club. Sortir par la porte menottée. Elle ne pleurait pas une famille brisée. Elle pleurait un compte en banque. J'ai baissé les yeux vers ses mains, qui agrippaient mon uniforme. Je ne me sentais plus en colère. Je ne me sentais pas triste. La rage avait disparu. Je me sentais juste complètement et totalement vide. Comme si je regardais un étranger dans la rue, mendiant pour de la monnaie. J'ai levé mon bras gauche. Et j'ai violemment arraché ma manche de sa prise. Eleanor a titubé en avant. Ses genoux heurtant le dur sol en marbre avec un bruit sourd. Son bracelet rivière en diamant a grincé contre la pierre. Elle m'a regardé. Haletante. Attendant que je la relève. Attendant que je m'excuse. Que je cède, et que je joue la bonne petite fille obéissante une dernière fois. La famille, ai-je dit.
Le mot avait le goût de l'acide de batterie dans ma bouche. J'ai gardé ma voix basse, la diminuant pour que seule elle puisse entendre le zéro absolu de mon ton. Tu étais assise dans la loge VIP, à boire son champagne, pendant qu'ils essayaient de me cuire dans une pièce en acier. Tu as choisi la carte de crédit, plutôt que ton propre sang. Eleanor a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Sa mâchoire s'est juste mise à trembler. Cette famille est morte il y a 7 ans, dans le désert, ai-je dit. Je suis juste celle qui jette la terre sur le cercueil. Je n'ai pas attendu de réponse. Je l'ai contournée. Je n'ai pas regardé en arrière. Elle s'est complètement effondrée sur le sol, sanglotant dans ses mains. Entourée de cristal brisé, de vin renversé. Et de la ruine absolue de sa fausse vie. J'ai descendu les marches centrales de la scène. La foule d'entrepreneurs de la défense, de politiciens et d'élites de la haute société s'est physiquement reculée sur mon passage. La mer de costumes et de robes de soirée à 1000 €. S'est ouverte, comme si je portais une grenade dégoupillée. Ils ont pressé leur dos contre les tables de banquet, renversant des fourchettes en argent et des verres d'eau. Terrifiés à l'idée même d'établir un contact visuel. Le monde faux et poli dans lequel ils vivaient venait d'être violemment écrasé par la réalité d'un opérateur de niveau 1. Ils réalisaient qu'il n'était que de la chair molle, dans des vêtements coûteux. J'ai descendu l'allée centrale, en direction des lourdes portes de sortie en chêne. Capitaine. La voix brute et rocailleuse m'a arrêté net. Je me suis retourné. Jason Cross se tenait au milieu de l'allée. La tête brûlée des Rangers. Le gars qui avait passé les 30 derniers jours a essayé de me briser. Son visage était toujours pâle, sous la lumière crue des lustres. Ses yeux étaient injectés de sang. Il n'a rien ajouté d'autre. Il n'a pas présenté d'excuses faibles et interminables. Il savait que les mots n'étaient que de la poussière inutile, en ce moment. Cross a porté la main à sa poitrine. Ses doigts épais et cicatrisés ont saisi l'insigne de qualification des forces spéciales en laiton poli, qui venait de lui être décerné il y a 10 minutes. L'insigne pour lequel il avait saigné. L'insigne qui lui donnait le droit d'agir comme un dieu, sur le terrain d'entraînement. Il l'a arraché de son uniforme. Cross a fait un pas lourd en avant. Il a posé le genou droit, sur le dur sol en marbre. Il a baissé la tête, regardant droit vers la pointe de mes bottes de combat. Et a placé l'insigne en laiton brillant sur le sol, directement devant moi. Le geste ultime de soumission. La reddition totale de l'ego d'un mâle alpha, à un soldat supérieur. Une seconde plus tard, des bottes ont cliqueté contre le marbre. Le lieutenant Ryan Miller est sorti des rangs, au fond de la pièce. Miller s'est avancé, et s'est placé à côté de Cross. Il n'a pas hésité. Il a détaché son propre insigne en laiton. A mis un genou à terre. Et l'a placé juste à côté de celui de Cross. Puis, la digue a cédé. Un bruit sourd, lourd et rythmé a résonné dans la salle de bal. Un par un. Les 20 candidats masculins du cycle d'entraînement d'élite ont rompu les rangs. Des hommes des Rangers, des bérets verts, du programme Delta Force. Les hommes qui avaient ri quand Arthur m'avait appelé princesse pourri gâtée. Les hommes qui m'avaient vu porter une victime de 100 kilos hors d'un incendie à 150 degrés Celsius. Ils se sont avancés dans un silence total. Clinc. 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 20 tueurs hautement entraînés ont posé un genou à terre. 20 insignes en laiton ont frappé le sol en marbre, formant une mer de métal étincelante, juste à mes pieds. Personne ne parlait. Le silence lourd et suffocant dans la pièce était absolu. Le seul son était le tintement métallique des insignes, se posant sur la pierre. J'ai regardé au-delà des hommes agenouillés, droit vers les tables VIP à l'avant de la pièce. Le général Thomae, le commandant du JSOC, s'est levé. Le général 4 étoiles a repoussé sa lourde chaise en bois. Il n'a pas dit un mot. Il s'est tenu au garde-à-vous parfait. A levé la main droite. Et a fait un salut militaire impeccable. Pas à une fille riche. Pas à la belle-fille d'un entrepreneur. Mais à la veuve de fer. Je n'ai pas souri. J'ai levé la main. Et j'ai rendu le salut. J'ai tourné le dos aux hommes agenouillés. J'ai poussé les lourdes portes en chêne. Et je suis sorti dans la fraîche nuit du Nevada.
laissant derrière moi l'empire en décomposition dans l'obscurité. 30 jours. C'est exactement le temps qu'il a fallu au département de la justice, pour vider complètement Sterling Défense Solutions de sa substance. Arthur et Marcus n'ont pas eu droit à une prison de type country club pour les criminels en col blanc. Ils n'ont pas eu de cours de tennis, ni de permission de sortie le week-end. Ils ont écopé d'une prison fédérale de sécurité maximale. La prison à vie. Sans possibilité de libération conditionnelle. Les fédéraux se sont abattus comme une nuée de sauterelles. Ils ont saisi les comptes bancaires offshore, les sociétés écrans fictives, les contrats de défense, et les jets privés. Et ma mère, Eleanor, a été expulsée du Penthouse de Vegas, avant même que les draps ne soient froids. Elle louait actuellement un appartement miteux d'une chambre. Dans la banlieue industrielle délabrée de Henderson. Plus d'étole en vison. Plus de costumes Armani. Juste le rugissement de l'autoroute à travers de fines fenêtres. Et l'odeur des dîners bon marché au micro-ondes dans le couloir. Je me tenais dans la salle de courrier de la base. Le tube fluorescent au plafond bourdonnait, clignotant d'une lumière jaune maladive. Je tenais une épaisse enveloppe de couleur crème dans mes mains. L'écriture sur le devant était la sienne. Une écriture cursive, penchée et frénétique. L'encre était étalée à quelques endroits. C'était la 4e lettre qu'elle envoyait à la base ce mois-ci. Je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur, sans même l'ouvrir. Des pages de supplications désespérées. Implorant le pardon. Jouant la victime. Et, quelque part enfoui tout au fond. Une demande d'allocation mensuelle. Je n'ai pas glissé mon doigt sous le rabat. J'ai saisi le papier épais. Et je l'ai déchiré net en deux. Le papier cartonné lourd s'est déchiré, avec un grand bruit satisfaisant. J'ai rassemblé les deux moitiés, et je les ai déchirées à nouveau. En quart. Puis en 8e. J'ai laissé tomber les confettis déchiquetés, dans la poubelle en métal rouillé près de la porte. Le bruit des morceaux touchant le fond, a été la meilleure chose que j'ai entendue de toute la semaine. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas écrit en retour. J'ai fait envoyer un seul et unique SMS par mon avocat du JAG, sur son téléphone jetable. Le pardon ne signifie pas l'accès. C'était tout. Le silence m'appartenait maintenant. Et je m'en suis servi pour construire un mur de béton, qu'elle ne franchira plus jamais. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini avec elle. J'ai poussé les lourdes portes de la salle de courrier, et je suis ressorti dans la poussière. Quand bravo. Il était 6 heures. Le soleil du Nevada a percé l'horizon déchiqueté, peignant la terre durcie d'un orange vif et violent. Il faisait déjà 26 degrés. Mais l'air semblait pur. La puanteur écœurante de l'eau de Cologne chère d'Arthur et de sa cupidité corporative avait complètement disparu. La seule chose que je sentais, c'était l'huile de fusil, la toile, et la promesse d'une journée brutale. Une nouvelle fournée de candidats de la Delta Force se tenait en formation serrée sur le terrain. 40 hommes. Raides. Nerveux. Regardant droit devant eux. La sueur perlait déjà sur leur front. Accrochant la lumière du petit matin. J'ai monté les marches en bois jusqu'au podium de l'instructeur. Mes bottes de combat frappaient les planches avec un bruit sourd et rythmé. Je ne portais plus l'écusson de l'unité standard sur mon épaule. Cousu dans le tissu de ma manche droite, il y avait un sablier cramoisi. L'emblème d'un opérateur de niveau 1. La veuve noire. Fini de se cacher dans l'ombre. Fini de jouer au bouc émissaire. En bas dans la poussière. Se tenant à la tête de la formation en tant qu'instructeur assistant principal. Il y avait le capitaine Jason Cross. La tête brûlée des Rangers. Il se tenait au garde-à-vous parfait. Les mains fermement croisées derrière le dos. Les brûlures sur son visage guérissaient en cicatrices épaisses et irrégulières. Il n'a pas ricané. Il n'a pas levé les yeux au ciel, ni marmonné dans sa barbe. Quand j'ai baissé les yeux vers lui, il a serré la mâchoire. Et a croisé mon regard, avec un respect absolu et inébranlable. Le genre de respect qu'on ne gagne qu'en tirant un homme à travers un incendie. La confrérie toxique, guidée par l'ego, était morte et enterrée. La discipline de fer était de retour. Je me suis avancé au bord de la plateforme en bois. Je n'ai pas utilisé de mégaphone. Je n'en avais pas besoin.
Vous allez être poussé jusqu'aux limites absolues de la défaillance humaine, ai-je projeté ma voix. Elle était tranchante. Dure. Coupant droit à travers le vent du désert. Les 40 candidats n'ont pas tressailli. Mais j'ai vu leur poitrine se resserrer. Ils ont arrêté de respirer. Retenez bien ceci, ai-je dit, en faisant les 100 pas sur toute la longueur de la plateforme. Laissant mes bottes parler entre deux phrases. Ici, tout le monde se fiche de savoir qui est votre papa. Il n'y a pas de laissez-passer VIP corporatif. Il n'y a pas de fonds en fiducie. Il n'y a pas de sexe. Et il n'y a pas d'argent pour vous sauver. Le désert se fiche de votre ego fragile. Je me suis arrêté en plein centre. J'ai baissé les yeux vers leur regard jeune et terrifié. Et j'ai asséné la seule vérité difficile. Qu'il m'a fallu 7 ans de sang, de courage et de silence pour apprendre. Je me fiche de savoir à quel point vous pensez que la mission est impossible, ai-je aboyé. Je sais seulement qu'elle doit absolument être accomplie. Et cela suffit. Maintenant. Allez dans la boue. Oui, madame. 40 voix ont rugi en retour à l'unisson parfait. Faisant trembler la poussière sur le sol. Ils se sont jetés à terre. Le bruit sourd et synchronisé des bottes lourdes et de l'équipement, résonnant à travers la vallée. Le cycle d'entraînement avait commencé. Le soleil tapait sur mes épaules. Mais pour la première fois de ma vie, je ne portais plus le poids mort de quelqu'un d'autre. L'armure semblait légère. L'air avait bon goût. J'ai appris une leçon brutale au cours des 7 dernières années. Votre silence peut être l'arme la plus affûtée de votre arsenal. Si vous avez la discipline de faire, d'attendre le moment exact pour appuyer sur la détente. Ne laissez jamais personne utiliser le mot famille, comme un passe-droit pour vous traiter comme un moins que rien. Le sang ne leur donne pas le droit de piétiner vos limites. S'ils essaient de vous réduire en cendres, laissez-les jouer avec les allumettes. Jusqu'à ce qu'ils mettent le feu à leur propre maison. Vous ne devez pas une place à votre table à des personnes toxiques, simplement parce que vous partagez un nom de famille. Si vous avez trouvé une quelconque inspiration dans mon histoire aujourd'hui, cliquez sur le bouton d'abonnement. Partagez cet audio avec quelqu'un qui a besoin du courage brut pour couper enfin les ponts avec une relation toxique. Je veux avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Quelle est la limite non négociable spécifique que vous avez dû fixer avec un membre toxique de votre famille? Était-ce bloquer son numéro de téléphone? Refuser de lui prêter de l'argent? Changer les serrures de votre porte d'entrée? Racontez-moi ce moment précis dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté de survivants. Merci pour votre écoute. Restez sur vos gardes, et ne reculez jamais.